Bienvenue dans cette nouvelle saison de mon podcast Danser avec la vie. Après avoir exploré ensemble la transformation personnelle, nous franchissons aujourd'hui le seuil d'un défi encore plus complexe. Comment transformer une entreprise de l'intérieur en créant un véritable élan collectif ? Parce que voici ce que l'on peut observer. Le changement en entreprise ne peut pas se décréter d'en haut. Il ne peut pas non plus émerger uniquement du terrain. La vraie transformation naît de cette alchimie rare où dirigeants et équipes se font confiance mutuellement et avancent ensemble. Tu connais peut-être cette frustration, cette impression que malgré tous les efforts, malgré les bonnes volontés, quelque chose résiste. Les initiatives se perdent en route, les équipes restent sur la réserve et toi, que tu sois dirigeant ou collaborateur, tu te trouves coincé dans ce cercle où chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Le dirigeant pense « mes équipes ne s'impliquent pas assez » et les équipes se disent « de toute façon, la direction ne nous écoute jamais vraiment ». Et pendant ce temps, l'entreprise tourne au ralenti, chacun dans son coin avec cette sensation partagée que ça pourrait être tellement mieux. Mais imagine un instant ce qui se passe quand cette dynamique s'inverse. Quand le dirigeant fait réellement confiance à ses équipes, leur donne de vraies marges de manœuvre, les écoute authentiquement. Et quand les équipes sentent cette confiance, osent prendre des initiatives, partager leurs idées et s'engagent pleinement. C'est là que la magie opère. Pas dans les grands plans de transformation imposés, mais dans cette énergie collective qui se libère quand chacun se sent à sa place et reconnu dans sa contribution. Cette saison, nous allons explorer ensemble comment créer ces conditions. Comment passer de la méfiance à la confiance, de l'attention à l'action, du chacun pour soi au tous ensemble. Je m'appelle Ticia Cruz, je suis coach de vie et consultante spécialisée dans l'accompagnement du changement en entreprise. J'ai vu des équipes se transformer complètement, non pas parce qu'on leur avait imposé de nouveaux processus, mais parce qu'on avait libéré leur potentiel et leur envie de contribuer. Dans ce podcast, nous découvrirons des exemples concrets, des outils pratiques et surtout, nous partagerons cette conviction. Une entreprise qui fait confiance à ses équipes et qui sait s'appuyer sur leur intelligence collective, c'est une entreprise qui peut se réinventer sans se perdre. Alors, prêt à explorer cette voie ? À quel moment on sait qu'il faut changer ? La prise de conscience arrive rarement comme un coup de tonnerre. Elle s'installe plutôt comme une évidence progressive, cette sensation diffuse que quelque chose ne tourne plus rond dans l'écosystème de ton entreprise. Tu peux être dirigeant et constater que tes équipes semblent désengagées, qu'elles attendent systématiquement tes directives avant d'agir. Ou tu peux être collaborateur et ressentir cette frustration sourde de ne jamais être vraiment écouté et de voir tes idées se perdre dans les méandres hiérarchiques. Les signaux sont là, subtils mais persistants. Cette réunion de service où personne n'ose vraiment dire ce qu'il pense. Ce projet innovant qui s'enlise parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Cette nouvelle recrue pleine d'énergie qui, au bout de quelques mois, a appris à se taire et à suivre le mouvement. Et surtout, il y a cette dynamique toxique qui s'installe. Chacun reste dans son rôle, dans sa zone de confort. Le dirigeant décide, contrôle, valide, et l'équipe exécute, attend, subit. Une danse bien rodée, mais qui n'avance plus. Ce qui est frappant, c'est que souvent, des deux côtés, on a conscience du problème. Le dirigeant se demande pourquoi ses collaborateurs manquent d'initiative, les collaborateurs s'interrogent sur pourquoi leurs managers ne leur font pas confiance, mais au lieu de créer du dialogue, cette conscience mutuelle crée de la distance. Le moment de vérité arrive généralement quand tu réalises que vous êtes tous dans le même bateau, mais que vous ramez chacun de votre côté. Quand tu comprends que cette méfiance réciproque, même non dite, paralyse toute l'organisation. C'est là que la question fondamentale se pose. Comment sortir de cette impasse ? Comment passer d'une logique de contrôle à une logique de confiance ? Comment transformer cette énergie gaspillée en élan collectif ? Parce que le paradoxe, c'est que vous avez probablement tous la même envie, que l'entreprise réussisse, que le travail ait du sens, que chacun puisse s'épanouir dans sa mission. Mais vous n'arrivez plus à le faire ensemble. Et c'est exactement là que tout peut basculer. Quand on accepte que la solution ne viendra ni d'en haut, ni d'en bas, mais de cette rencontre entre vision et terrain, entre leadership et engagement. Les freins invisibles, quand la culture d'entreprise résiste. Il y a quelque chose de fascinant dans ces entreprises qui semblent vouloir changer, mais qui n'y arrivent pas. Tu as beau multiplier les initiatives, organiser des séminaires, afficher de beaux objectifs sur les murs, et pourtant, rien ne bouge vraiment. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est plus subtil que ça. C'est cette force invisible qui maintient les choses en place, comme un système immunitaire qui rejette automatiquement tout ce qui lui semble étranger. La mémoire collective qui résiste. Chaque entreprise porte en elle une mémoire. Celle de ses succès passés, de ses échecs aussi. Cette mémoire s'exprime dans 1000 petits détails. La façon dont on se salue le matin, les sujets qu'on évite en réunion, ces phrases qui reviennent comme des mantras. Ça marchait très bien avant. On a déjà essayé. Nos clients ne sont pas prêts.
Le dirigeant peut avoir la meilleure volonté du monde, l'équipe peut être convaincue intellectuellement, mais si cette mémoire collective n'est pas prise en compte, elle va silencieusement saborder tous les efforts. Les gardiens invisibles du statu quo. Dans chaque organisation, il y a des gardiens invisibles, pas forcément les plus anciens ou les plus gradés. Parfois, c'est cette assistante qui sait comment ça fonctionne vraiment ici, ce technicien qui connaît tous les raccourcis, ou cette manager intermédiaire qui traduit les directives d'en haut à sa façon. Ces personnes ne s'opposent pas frontalement au changement. Elles l'émoussent, le déforment, le ralentissent, pas par malveillance, mais parce qu'elles protègent ce qu'elles perçoivent comme l'identité de l'entreprise. Distinguer résistance légitime et résistance toxique. Toute résistance n'est pas à combattre. Certaines protègent des valeurs essentielles, des savoir-faire précieux, une identité qui fait la force de l'entreprise. La résistance légitime pose des questions justes. Est-ce qu'on ne va pas perdre ce qui nous rend unique ? Cette nouveauté est-elle vraiment meilleure que ce qu'on fait déjà de bien ? La résistance toxique, elle, fiche par peur. Elle dit non avant même d'avoir examiné. Elle préfère l'immobilisme au risque, la routine à l'incertitude. Elle transforme « on a toujours fait comme ça » en dogme intouchable. L'art de dialoguer avec la résistance. Pour avancer, il faut d'abord comprendre ce que protège la résistance. Qu'est-ce qui se cache derrière « ça ne marchera jamais ici » ? Quelle peur légitime s'exprime dans ce « on va perdre notre âme » ? Je me souviens de cette entreprise familiale de 50 salariés qui voulait digitaliser ses processus. L'assistante de direction qui était là depuis 15 ans s'opposait systématiquement. Elle disait « nos clients aiment le contact humain et ils ne voudront jamais de vos outils digitaux ». En creusant, j'ai découvert qu'elle maîtrisait parfaitement son système actuel et craignait de ne pas savoir utiliser les nouveaux outils. Sa résistance protégeait en fait quelque chose de précieux, cette relation de proximité qu'elle avait tissée avec chaque client. Une fois cette peur nommée et cette valeur reconnue, elle est devenue la meilleure ambassadrice du projet, en proposant des solutions qui préservaient le contact humain tout en optimisant l'efficacité. Parfois, il suffit de nommer ses peurs pour les désamorcer. De reconnaître explicitement ce qui doit être préservé pour autoriser ce qui peut évoluer, de créer des ponts entre l'ancien et le nouveau plutôt que de les opposer. Car la transformation réussie, ce n'est jamais la table rase. C'est cette alchimie délicate qui honore le passé tout en ouvrant l'avenir, qui rassure sur l'essentiel pour libérer l'accessoire. Et quand cette alchimie opère, quelque chose de magique se produit. Les gardiens du statu quo deviennent les ambassadeurs du changement, parce qu'ils ont compris que transformer, ce n'est pas trahir, c'est faire grandir. La confiance, ça s'apprend. Dépasser la peur de lâcher prise. Voici probablement l'un des défis les plus délicats de la transformation en entreprise. Comment passer du contrôle à la confiance sans avoir l'impression de tout perdre ? Parce que soyons honnêtes, pour un dirigeant, lâcher prise, c'est terrifiant. Tu as construit cette entreprise, tu en connais chaque rouage, tu as pris des risques, investi ton énergie, parfois tes économies, et on te demande maintenant de faire confiance, de déléguer non pas juste des tâches, mais du pouvoir de décision. La peur du dirigeant. Et s'il se trompe ? Cette peur est légitime. Quand tu portes la responsabilité finale, quand c'est ton nom sur les contrats, quand les erreurs peuvent coûter très cher, il est naturel de vouloir garder la main. Le contrôle donne une illusion de sécurité. Mais voici le paradoxe. Plus tu contrôles, plus tu crées de la dépendance. Plus tu décides à la place de tes équipes, plus elles perdent l'habitude de réfléchir par elles-mêmes. Et au final, tu te retrouves seul à porter toutes les décisions, épuisé, tandis que tes collaborateurs attendent tes instructions pour le moindre choix. La peur de l'équipe. Et si je me plante ? De l'autre côté, il y a cette équipe qui a peut-être perdu l'habitude de prendre des initiatives. Quand on a été habitué à exécuter plutôt qu'à décider, la perspective de porter une responsabilité peut angoisser. Et si ma décision coûte de l'argent à l'entreprise ? Et si je ne choisis pas dans le bon sens ? Et si le patron n'est pas d'accord ? Ces questions paralysent et maintiennent dans une zone de confort, celle de l'exécutant qui ne risque pas de se tromper. Les premiers pas vers la confiance mutuelle. La transformation commence par de petits gestes. Des délégations progressives, des espaces de décision clairement définis, des droits à l'erreur explicitement accordés. Voici un exemple. Dans une agence de communication, le directeur validait systématiquement chaque proposition client. Il créait des délais et frustrait ses commerciaux. Nous avons défini ensemble des zones d'autonomie. En dessous de 5 000 €, la remise maximum était de 10%, les délais standards et les décisions libres. Entre 5 000 et 15 000 €, validation sous 24 heures et au-dessus, il fallait une réunion d'équipe. Le premier mois, il y a eu 2 erreurs, une remise un petit peu trop généreuse et un délai trop serré. Mais il y a eu aussi 3 contrats signés en 48 heures au lieu de 10 jours habituels.
et des commerciaux qui ont commencé à vraiment écouter les besoins des clients au lieu d'attendre des directives. 6 mois plus tard, le chiffre d'affaires avait progressé de 30%. Pour le dirigeant, c'est apprendre à dire « sur ce sujet, dans cette limite de budget, avec ces contraintes, je te fais confiance pour décider » et surtout résister à l'envie de revenir sur cette délégation au premier doute. Pour l'équipe, c'est oser proposer, tester, parfois échouer et comprendre que l'erreur peut être formatrice si elle est partagée et analysée ensemble. Les cercles vertueux de l'autonomie. Quelque chose d'extraordinaire se produit quand cette dynamique s'enclenche. Les collaborateurs qui se sentent vraiment responsables d'un périmètre commencent à y réfléchir différemment. Ils anticipent, ils innovent, ils s'approprient les enjeux comme si c'était leur propre entreprise. Et le dirigeant découvre que ces équipes peuvent être bien plus créatives et réactives qu'il ne l'imaginait, qu'elles connaissent des aspects du terrain qu'il ne voit pas depuis son bureau, que leur implication sincère peut démultiplier les résultats. L'art de la confiance progressive. La confiance ne se décrète pas, elle se construit. Étape par étape, décision après décision, réussite après réussite, mais aussi erreur après erreur, assumée et transformée en apprentissage. Il s'agit de créer un cadre où chacun peut grandir à son rythme, où le dirigeant apprend à lâcher prise par palier, où l'équipe reprend confiance en ses capacités progressivement. Car au final, une entreprise où règne la confiance mutuelle, c'est une entreprise qui peut réagir vite, innover naturellement et s'adapter aux changements sans perdre son âme. C'est une entreprise où chacun donne le meilleur de lui-même, non pas par contrainte, mais par envie. Créer un dialogue authentique, sortir des réunions théâtre. Tu les connais, ces réunions où tout le monde joue son rôle ? Le dirigeant présente sa vision. Les managers acquiescent poliment. Les collaborateurs prennent des notes en silence. On sort de là avec l'impression d'avoir communiqué, mais en réalité, personne n'a vraiment dit ce qu'il pensait. Cette mascarade, elle coûte cher à l'entreprise. Parce que les vraies idées, les vrais problèmes, les vraies solutions restent dans les couloirs, dans les pauses café, dans ces conversations informelles où les masques tombent enfin. Le piège des réunions à sens unique. Beaucoup de dirigeants pensent communiquer parce qu'ils parlent beaucoup. Ils expliquent, ils motivent, ils transmettent leur vision. Mais communication, ce n'est pas émission, c'est échange. Et l'échange suppose qu'il y ait de la place pour la parole de l'autre, pour ses questions, ses doutes et ses propositions. Le problème, c'est que cette parole-là ne vient pas spontanément. Surtout quand les équipes ont été habituées à écouter plutôt qu'à s'exprimer. Il faut créer les conditions pour qu'elle émerge. Les conditions d'un dialogue authentique. D'abord, la sécurité psychologique. Cette certitude que je peux dire ce que je pense sans risquer de représailles, de jugement, de mise à l'écart. Que mon désaccord ne sera pas perçu comme de la déloyauté, mais comme une contribution à la réflexion collective. Ensuite, la vraie écoute. Pas celle qui attend la fin de la phrase pour placer sa réponse, mais celle qui cherche vraiment à comprendre ce que l'autre veut dire, qui pose des questions pour creuser, qui reformule pour s'assurer qu'on a bien saisi. Enfin, l'utilisation concrète de ce qui a été dit. Rien ne tue plus la parole que l'impression qu'elle ne sert à rien. Si je prends la peine de m'exprimer et que rien ne change jamais, je finirai par me taire. Je vous partage un exemple. Dans une entreprise de service, les réunions commerciales étaient devenues des monologues du directeur commercial. Les vendeurs subissaient les reproches sans rien dire, gardant leur frustration pour eux. Nous avons instauré un nouveau format. 15 minutes de présentation des chiffres, puis 45 minutes de tour de terrain, où chaque commercial partage un succès, un échec et une question. Le directeur ne peut intervenir que pour poser des questions de compréhension, pas pour juger ou corriger. Le résultat, en 3 mois, l'équipe a identifié collectivement pourquoi certains prospects ne signaient jamais, a trouvé des parades aux objections récurrentes et a même proposé une évolution de l'offre que la direction n'avait pas vue. Le taux de transformation a progressé de 15%. Transformer la culture de réunion. Il ne s'agit pas de révolutionner du jour au lendemain, mais d'introduire progressivement de nouveaux rituels. Commencer chaque réunion par un tour de météo personnel et professionnel. Instituer des temps de questionnement où les certitudes peuvent être challengées. Créer des espaces où les idées farfelues ont le droit d'exister avant d'être évaluées. L'art, c'est de faire en sorte que chaque participant reparte avec le sentiment d'avoir été entendu et que sa contribution compte vraiment dans la décision collective. Les outils du dialogue constructif. Il existe quelques techniques simples qui peuvent transformer radicalement la qualité des échanges. Le oui et au lieu du oui mais. Accueillir l'idée de l'autre avant de la compléter ou de la questionner. La règle du silence. Après chaque intervention, laisser quelques secondes de pause pour que d'autres osent s'exprimer. La rotation de la parole. S'assurer que ce ne sont pas toujours les mêmes qui parlent. Et le feedback en 3 temps. Ce qui fonctionne bien, ce qui pourrait être amélioré et les idées pour y arriver.
quand le dialogue devient force collective. Quelque chose de puissant se produit quand une équipe apprend vraiment à dialoguer. Les décisions deviennent plus riches parce qu'elles intègrent plusieurs points de vue. Les problèmes sont détectés plus tôt parce que chacun ose alerter. L'innovation émerge naturellement parce que les idées peuvent se croiser et se féconder mutuellement. Et surtout, chaque membre de l'équipe se sent partie prenante des orientations prises, non plus simple exécutant, mais co-constructeur de l'avenir commun. L'art de l'expérimentation, avancé par petits pas intelligents. Il y a cette croyance tenace dans le monde de l'entreprise: pour changer, il faut faire du grand, du spectaculaire, du définitif. Réorganiser complètement, changer tous les processus d'un coup, révolutionner la culture du jour au lendemain. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Pourquoi les grandes transformations échouent ? Les changements massifs font peur. Ils génèrent de la résistance, paralysent les équipes, créent du stress et de l'incertitude. Et surtout, ils ne permettent pas d'apprendre en chemin. Quand tu mises tout sur un seul coup, si ça ne marche pas, tu as tout perdu. L'art de la transformation, c'est d'avancer par expérimentation successive, tester une idée sur un périmètre restreint, observer ce qui fonctionne et ce qui coince, ajuster, puis élargir progressivement. C'est moins spectaculaire, mais infiniment plus efficace. Créer des laboratoires de changement. L'idée, c'est de créer des espaces-temps où l'expérimentation est non seulement autorisée, mais encouragée. Des laboratoires où dirigeants et équipes peuvent tester ensemble de nouvelles façons de travailler sans la pression du résultat immédiat. Ces laboratoires peuvent prendre 1000 formes. Un projet pilote avec une équipe volontaire, un nouveau processus testé sur un client partenaire, une organisation différente expérimentée pendant 1 mois, un outil innovant essayé par quelques utilisateurs. Voici un exemple concret. Dans une entreprise de logistique, les équipes se plaignaient de la lourdeur des procédures de validation des livraisons. Au lieu de révolutionner tout le système, nous avons créé un pilote avec 3 chauffeurs volontaires et 2 clients bienveillants. Pendant 6 semaines, ces chauffeurs ont testé une application mobile qui leur permettait de valider les livraisons directement sans passer par le dispatching. Résultat, 40% du temps gagné, moins d'erreurs et des clients ravis de la réactivité. Mais surtout, nous avons découvert des problèmes qu'on n'avait pas anticipés. Réseau mobile défaillant dans certaines zones, besoin de formation sur l'outil et nécessité d'un backup papier. Des ajustements qu'on a pu faire avant de déployer à l'ensemble des 50 chauffeurs. L'importance du droit à l'erreur. L'expérimentation suppose d'accepter que tout ne marche pas du premier coup. Et c'est précisément cette liberté d'échouer qui permet d'innover vraiment. Quand les équipes savent qu'elles ne seront pas sanctionnées si leur test ne fonctionne pas, elles osent sortir des sentiers battus. Le tout, c'est de transformer chaque échec en apprentissage, de se poser les bonnes questions: qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on retient pour la prochaine fois? Comment peut-on ajuster l'idée plutôt que de l'abandonner? L'art du déploiement progressif. Une fois qu'une expérimentation fonctionne sur un petit périmètre, la tentation est grande de la généraliser immédiatement partout. Erreur! Il faut continuer à procéder par étapes, en intégrant les enseignements du pilote et en préparant soigneusement chaque étape d'élargissement. Déployer progressivement, c'est aussi s'assurer que les équipes sont prêtes, formées, accompagnées. C'est adapter la solution aux spécificités de chaque service, de chaque contexte. C'est maintenir cette dynamique d'amélioration continue plutôt que de figer un modèle définitif. Cultiver l'esprit d'expérimentation. Quelque chose de magique se produit quand une entreprise développe cette culture de l'expérimentation. Les équipes deviennent proactives. Elles proposent spontanément des tests, des améliorations, des innovations. Elles arrêtent d'attendre les directives d'en haut et commencent à co-construire l'évolution de leur environnement de travail. Et les dirigeants découvrent qu'ils peuvent s'appuyer sur cette intelligence collective pour faire évoluer l'entreprise de manière continue, organique et adaptée. L'expérimentation comme nouvelle habitude. L'objectif, c'est que l'expérimentation devienne un réflexe organisationnel. Que face à chaque problème, chaque opportunité, chaque idée nouvelle, la première question soit: comment peut-on tester ça à petite échelle? Car une entreprise qui expérimente en permanence, c'est une entreprise qui apprend en permanence. Et une entreprise qui apprend, c'est une entreprise qui peut s'adapter à tous les changements, même ceux qu'elle n'a pas vus venir. Quand la transformation prend, reconnaître et cultiver les signaux positifs. Il y a ce moment magique dans une transformation où tu sens que quelque chose a basculé. Ce n'est pas toujours spectaculaire, pas forcément mesurable dans l'immédiat, mais il y a des signaux, subtils mais révélateurs, qui indiquent que la dynamique s'est inversée. Le défi, c'est de savoir les reconnaître et surtout, de savoir les nourrir sans les étouffer. Les signaux qui ne trompent pas. D'abord, il y a ces initiatives spontanées. Cette collaboratrice qui propose d'elle-même une amélioration de processus.
Ce manager qui organise un point d'équipe informel parce qu'il sent des tensions. Cette équipe qui s'auto-organise pour résoudre un problème sans attendre les consignes d'en haut. Ces gestes peuvent sembler anodins, mais ils révèlent un changement profond. Les gens commencent à se sentir responsables et acteurs de leur environnement de travail. Ensuite, il y a la qualité des échanges qui évolue. Les réunions deviennent plus vivantes, les questions plus pertinentes, les débats plus constructifs. On ose challenger une décision, proposer une alternative, exprimer un désaccord de manière constructive. Enfin, il y a cette énergie particulière qui se dégage. Moins de plaintes dans les couloirs, plus de projets qui aboutissent et des sourires qui reviennent, une envie collective qui se réveille. Voici un autre exemple. Dans une entreprise de service aux collectivités, les premiers signaux positifs sont apparus au bout de 4 mois de travail sur la communication et l'autonomie. Un matin, j'arrive pour un point d'étape et je découvre que l'équipe technique a créé d'elle-même un système de partage des bonnes pratiques sur leur plateforme interne. Personne ne leur avait demandé. L'idée était venue d'un jeune technicien qui en avait marre de voir ses collègues buter sur les mêmes problèmes. En 6 semaines, ce système informel avait permis de réduire de 30% le temps de résolution des pannes et surtout, il avait créé une dynamique d'entraide qui a transformé l'ambiance de l'équipe. Les anciens partageaient leur expérience, les nouveaux osaient poser leurs questions, chacun contribuait selon ses compétences. L'art de cultiver sans étouffer. Quand ces signaux apparaissent, la tentation est grande de vouloir les formaliser, les systématiser, les dupliquer partout. Attention, rien ne tue plus une dynamique spontanée que de vouloir la contraindre dans un cadre trop rigide. L'art, c'est de nourrir ces initiatives sans les dénaturer, de leur donner les moyens de se développer sans leur imposer une forme prédéfinie, de les célébrer sans les transformer en obligations pour les autres équipes. Créer un écosystème favorable. Pour que ces signaux positifs se multiplient, il faut créer un environnement propice. Cela passe par la reconnaissance, valoriser publiquement ces initiatives, remercier ceux qui les portent et montrer concrètement qu'elles comptent. Cela passe aussi par la facilitation, supprimer les obstacles administratifs, donner accès aux ressources nécessaires, mettre en relation les porteurs d'initiatives similaires. Et cela passe enfin par l'exemplarité. En tant que dirigeant ou manager, continuer soi-même à expérimenter, à remettre en question ses pratiques, à montrer qu'on est dans la même dynamique d'amélioration continue. Gérer les inégalités de rythme. Toutes les équipes n'évoluent pas au même rythme. Certaines embrassent rapidement la nouvelle dynamique, d'autres restent sur la réserve. Il faut accepter cette diversité sans créer de frustration ni de sentiment d'injustice. L'idée, ce n'est pas de forcer les réticents, mais de créer une contagion positive, de faire en sorte que les équipes qui avancent inspirent les autres par leurs résultats et leur énergie, plutôt que de les braquer par des comparaisons. Maintenir l'élan dans la durée. Le vrai défi, c'est la durabilité. Comment faire en sorte que cette dynamique ne retombe pas aux premiers obstacles ? Comment éviter que l'enthousiasme des débuts ne s'émousse dans la routine ? Cela nécessite une vigilance constante, une célébration régulière des progrès et surtout cette capacité à réinventer constamment les façons de travailler ensemble. Car une transformation réussie, ce n'est pas un état que l'on atteint, c'est un mouvement que l'on entretient. Quand l'exception devient la règle. Le moment de bascule, c'est quand ces comportements positifs cessent d'être des exceptions pour devenir la norme. Quand prendre des initiatives, collaborer, proposer des améliorations devient naturel, évident et automatique. À ce moment-là, tu sais que la transformation a vraiment pris, qu'elle fait maintenant partie de l'ADN de l'entreprise et que même si tu n'es pas là pour l'accompagner, elle continuera à évoluer par elle-même. Transmission et évolution, faire grandir l'autonomie collective. Voici le défi ultime de toute transformation réussie. Comment faire en sorte qu'elle survive à ceux qui l'ont initiée ? Comment créer une dynamique qui ne dépende plus d'un leader charismatique, d'un coach externe ou d'une équipe particulièrement motivée ? C'est là que se joue la vraie réussite. Quand l'entreprise développe sa propre capacité d'adaptation, sa propre intelligence collective, son propre moteur d'évolution continue. Au-delà du leader providentiel. Beaucoup de transformations s'essoufflent quand leur porteur initial s'en va. Parce qu'elle reposait trop sur une personne, sur sa vision, son énergie, sa capacité à entraîner les autres. La transformation durable, c'est celle qui a réussi à créer un système qui s'auto-entretient, où les réflexes d'amélioration continue, de dialogue, d'expérimentation sont devenus des habitudes collectives portées par l'ensemble de l'organisation. Développer les leaders internes. Cela passe d'abord par l'identification et le développement de relais internes. Ces personnes qui, à tous les niveaux de l'entreprise, portent naturellement l'esprit de la transformation et peuvent la transmettre autour d'elles. Il ne s'agit pas forcément des managers hiérarchiques. Souvent, ce sont des leaders informels, cette collaboratrice que tout le monde consulte spontanément, ce technicien qui fait fédérer son équipe, cette assistante qui facilite naturellement la communication entre les services. Dans une entreprise de construction,
Pendant l'accompagnement sur la coopération entre équipe terrain et bureau d'études, nous avons identifié 5 ambassadeurs de la transformation, un chef de chantier, une dessinatrice, un commercial, une comptable et un chauffeur. Ces personnes, choisies pour leur capacité naturelle à créer du lien et leur adhésion aux nouvelles pratiques, ont été formées à l'animation de groupes de travail et à la facilitation de résolution de problèmes. Elles sont devenues les référents internes quand une équipe rencontre une difficulté ou veut expérimenter une nouvelle approche. Le résultat, 3 ans après la fin de l'accompagnement externe, l'entreprise a continué à évoluer. Elle a développé d'elle-même un système de formation par les pairs, créé des binômes terrain-bureau sur chaque projet et même adapté son organisation pour intégrer de nouveaux métiers liés à la transition énergétique. Créer des rituels d'amélioration continue. Pour que l'évolution devienne permanente, il faut l'inscrire dans des rituels, des habitudes, des processus qui survivent au changement d'équipe et de dirigeants. Cela peut être ce point trimestriel où chaque service fait le bilan de ses expérimentations, cette réunion mensuelle où les bonnes pratiques sont partagées entre équipes, ce temps annuel où l'organisation globale est questionnée et ajustée. L'important, c'est que ces moments soient vécus non pas comme des contraintes supplémentaires, mais comme des respirations nécessaires, des occasions de prendre du recul et de réajuster collectivement la trajectoire. L'art de la transmission intergénérationnelle. Dans beaucoup d'entreprises, il y a ce défi du passage de témoins entre anciens et nouveaux. Comment transmettre les savoir-faire, l'expérience, la culture, tout en permettant aux nouvelles générations d'apporter leur regard, leurs compétences, leur façon de travailler. La transformation réussie crée des espaces de rencontre entre ces mondes. Elle permet aux anciens de transmettre sans imposer et aux nouveaux d'apprendre sans copier. Elle fait de cette diversité générationnelle une richesse plutôt qu'une source de tension. Quand la structure s'adapte à la vie. Une organisation qui a développé sa capacité d'évolution permanente, c'est une organisation qui sait faire évoluer ses structures quand c'est nécessaire, qui n'hésite pas à questionner son organigramme, ses processus, ses outils quand ils ne sont plus adaptés aux besoins. Non pas dans une logique de révolution permanente, mais dans cette capacité d'ajustement fin, d'adaptation organique aux évolutions de l'environnement, des marchés, des équipes. L'autonomie collective comme aboutissement. Le Graal, c'est cette entreprise qui a développé sa propre intelligence collective, qui sait identifier ses problèmes, imaginer des solutions, les expérimenter, les ajuster, les déployer, qui sait célébrer ses réussites et apprendre de ses échecs, qui sait intégrer les nouveaux arrivants et valoriser l'expérience des anciens. Une entreprise qui danse vraiment avec la vie, qui s'adapte aux musiques changeantes sans perdre son rythme propre, sa personnalité unique. À ce stade, la transformation n'est plus un projet avec un début et une fin. Elle est devenue la façon naturelle de l'entreprise d'exister et d'évoluer. Et c'est là que réside la vraie réussite. Avoir créé non pas un changement, mais une capacité permanente de changement. Tu l'auras compris, transformer une entreprise, c'est exactement comme apprendre à danser autrement ensemble. Au départ, tout le monde suivait une chorégraphie bien cadrée, imposée, rassurante peut-être, mais limitante aussi. Chacun connaissait son rôle, ses pas précis, et suivait son rythme décidé par quelqu'un d'autre. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de passer de cette chorégraphie rigide à une véritable improvisation collective. Une danse où les pas de base sont maîtrisés, où les principes fondamentaux sont partagés par tous, mais où chaque danseur est libre d'exprimer pleinement sa créativité, son talent, sa sensibilité personnelle, toujours au service de l'ensemble. Parce que c'est là, précisément, que la magie opère vraiment. Quand l'entreprise ne dépend plus uniquement d'un chorégraphe central, mais devient capable de s'adapter, d'évoluer naturellement au rythme du contexte, des défis et des opportunités qui se présentent. Ce n'est plus seulement le dirigeant qui porte seul toute la charge du changement. Ce n'est plus uniquement l'équipe terrain qui s'épuise à proposer sans être écoutée. C'est une danse collective, équilibrée, harmonieuse, où chacun est pleinement acteur, pleinement reconnu et pleinement épanoui. Alors oui, cela demande du courage, de l'humilité, de la patience parfois, mais ce que tu obtiendras en retour dépasse largement ces efforts initiaux. Une entreprise vivante, agile, innovante et surtout profondément humaine. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cet épisode. Si ce podcast résonne en toi, je t'invite à découvrir les précédentes saisons de Danser avec la vie, où nous explorons ensemble les chemins du développement personnel, les clés de l'intelligence émotionnelle et les leviers pour une vie personnelle et professionnelle plus épanouissante. Tu peux retrouver tous mes épisodes sur mon site internet ticia-cruz.com ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Me suivre sur Facebook, Instagram et TikTok. Tous les liens sont disponibles directement dans ma bio. Et si tu sens qu'il est temps pour toi ou ton entreprise d'aller plus loin, je suis là pour t'accompagner personnellement dans cette transformation. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes équipes, de tes collègues et souviens-toi, une entreprise qui danse ensemble, c'est une entreprise capable de tout réinventer.
À très bientôt pour le prochain épisode où nous explorerons comment gérer concrètement les conflits en entreprise pour en faire des occasions précieuses d'évoluer ensemble.